Bienvenue dans Duo et Débat, l'émission qui sent bon les chaussettes dépareillées. Bonsoir les bosseurs, bonjour les chômeurs. Bienvenue dans Duo et Débat, l'émission qui sent bon les chaussettes dépareillées. On est de retour après une première bouteille jetée à la mer en septembre. Nous vous invitons à poursuivre ce petit voyage dans les méandres de l'actualité et de nos opinions retorses pour un deuxième volet. Ce mois-ci, et après avoir parlé du sens du travail, nous allons nous pencher sur un sujet fort, le voile, pour ou contre. Mais de quel voile parle-t-on ? Eh bien, de celui que se propose de mettre sur nos têtes, déjà trop pleines de stimuli, les GAFAM. Et un en particulier, Facebook, renommé Meta depuis 1 an maintenant. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, et je vais clarifier pour les plus mous du processeur, nous allons bel et bien parler du métaverse. Mais pour un débat, il faut un duo. Il est tout beau, il est tout chaud, il aime les anglicismes et les travaux. J'ai le plaisir de vous présenter Boobs. Salut Mou. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Il fait encore beau pour ce début d'automne. On est plutôt posé, on est très content de retrouver nos chers auditeurs pour ce deuxième numéro. Et comme vous l'avez tous compris, tel la rosée du matin, il est frais comme un Yeti. Il aime la babka et les copains. Il est d'attaque pour régaler vos esgourdes. C'est bien entendu mon comparse, Mou. Et comment il va celui-là ? Eh bien écoute, ça va très bien, et je te propose qu'on démarre tout de suite avec le sommaire. Duo. Débat. It's le sommaire. Alors en ce mois d'octobre, et comme d'habitude, nous ferons un petit tour des actus qui nous ont marqués dans les brèves. Nous mettrons en avant des infos insolites good vibe dans les bonbons afin de vous perfuser votre dose de dopamine mensuelle. Et enfin, nous ouvrirons notre débat du mois. Mais t'as quoi dans le crâne ? Qui parlera, comme vous l'a expliqué mon cher collègue, du métaverse. Sans plus tarder, et pour commencer, en cette période d'Halloween, et en cette seconde émission de Duo et Débat, voici les brèves du mois. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Et donc pour cette première brève, je vais te parler de Stop the Game. J'utilise à dessein une série que j'ai pas encore vue pour rappeler un épisode marquant du monde geek de 2021. Donc c'est Netflix qui vient en effet de sortir GameStop, les geeks défient Wall Street, qui revient sur l'affaire qui a animé Reddit l'année dernière. En janvier 2021, il y a des investisseurs qui décident de shorter, c'est-à-dire de parier à la baisse sur l'action de l'entreprise de magasins à l'agonie spécialisée dans la vente de jeux vidéo. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité et la solidarité du monde geek qui en a décidé autrement et qui a acheté en masse l'action avec une hausse de plus de 600% de celle-ci en quelques jours. En quelques mots, shorter, ça veut dire que je vends une action à crédit avant de l'acheter plus tard en espérant que le prix soit inférieur et du coup de se faire de l'argent dans l'opération. C'est une spécialité de ces fonds d'investissement. Et c'est un gros coup dur qui leur a été porté puisque eux, ils avaient réalisé cette action-là et la communauté s'est emparée du sujet pour justement acheter l'action en masse, faire monter le prix et du coup leur faire perdre plusieurs milliards dans l'affaire. On n'attaque pas les geeks. Exactement. Et pour rajouter quelque chose à cette brève, il faut savoir que GameStop, c'était la maison mère notamment des magasins du type Micromania, etc. Donc on va dire que les geeks, et surtout les geeks sentimentaux qui sont encore attachés au format physique et surtout au magasin où tu pouvais aller acheter ta petite jaquette. En tout cas, ça fait plaisir, ça rappelle une sacrée mobilisation d'Internet, la puissance un petit peu aussi que peuvent avoir des sites comme Reddit. Et on vous conseille d'aller regarder cette série. En tout cas, moi, je vais, je pense, la dévorer. En seconde brève du mois, on va rester dans le même thème parce que moi, j'avais envie de mettre en avant quelque chose dont vous avez tous entendu parler. J'ai l'impression que personne en France n'a pu passer à côté. Mes parents m'ont envoyé un SMS pour me parler de ça. Mais c'était quand même quelque chose qui était historique selon moi et j'avais envie de très rapidement repasser dessus. Ce week-end, donc samedi, a eu lieu le Grand Prix Explorer, qui est un événement qui s'est passé sur le site Twitch, sur la chaîne de Squeezie exactement, qui est le youtubeur numéro 1 en France, qui a organisé en fait une course de Formule 4
mais dans les règles de l'art, il a poussé le délire à fond. Donc il était avec une vingtaine de créateurs de contenu, des amis à lui. Ils ont vraiment monté une dizaine d'écuries comme dans un vrai Grand Prix de Formule 1. Ils ont suivi les entraînements. Il y avait des sponsors, il y avait une couverture médiatique digne des plus grands événements de ce type-là. Je vous laisserai aller vous renseigner. Je ne vais pas donner plus de détails parce que tout le monde en a parlé encore une fois. Moi, ce que je veux juste signaler avec cette brève, c'est que selon moi, ça marque un tournant dans l'entertainment sportif. Ça prouve qu'on peut se passer de la télé, faire des audiences incroyables. Je rappelle que le record de France de Twitch a été battu. Il y a eu plus d'1 million de téléspectateurs. C'est plus que la plupart des émissions télé. Ça a prouvé qu'on pouvait faire de l'événementiel sportif ailleurs qu'à la télé, avec des moyens tout aussi intéressants, par des acteurs qui ont maîtrisé vraiment l'événement et la diffusion d'une main de maître. Donc moi, je voulais juste faire un big up à tous les gens de l'ombre. On n'a pas mis en avant suite à cet événement, notamment l'agence Bump, qui est derrière la création d'un événement comme ça, et qui n'est pas une agence, on va dire, média mainstream ou qui travaille avec la télé. Et c'était super, donc bravo Internet, encore une fois. Bravo Internet. Eh bien écoute, je te propose d'enchaîner avec la brève suivante. Alors c'est 2 brèves en une. J'ai envie de dire Cocorico, ou plutôt à Londres. Un Français du nom de Jérémy Maillard a brillé aux yeux du monde et vient en effet de pulvériser de près de 30 minutes le record du monde. Celui du marathon le plus rapide déguisé en créature mythique. En l'occurrence, il s'est déguisé en licorne et il a battu en 3h26 et 38 secondes. Il a été félicité par le Guinness Book des records et c'était pour la bonne cause puisque il fait ça pour récolter des fonds pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Génial. Et en l'occurrence, ça enchaîne sur ma deuxième brève, puisque Alzheimer toujours, 2 labos, un japonais qui s'appelle Eisai et un américain qui s'appelle Biogen, ont annoncé avoir trouvé un nouveau traitement pour soigner la maladie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Carrément. Réduisant lors des essais cliniques près de 27% l'avancée de la maladie. Donc c'est plutôt un très bon signe. C'est hyper encourageant. Absolument. Certains seraient tentés de dire qu'en fait, ils avaient déjà trouvé la solution à 20 ans, mais entre-temps, ils l'ont oublié, quoi. Pas mal. Pas mal. Et bah du coup, en parlant d'oublier, tu savais que les poulets étaient dans la rue, hein? Ah bon? Eh oui, c'est le retour de la saison des manifs. Et comme on l'a vu cette semaine, les policiers manifestaient. C'est l'une des rares fois où il y aura peu de différence entre les chiffres annoncés par la police et leurs organisateurs. Mais vous savez surtout ce qui accompagne le mieux un poulet qui manifeste au grand air? Des légumes, bien sûr. Donc, je ne vais pas du tout parler de la manif des policiers. Je vais parler des légumes à la cantine. Parler plus spécialement d'une petite commune de la Haute-Vienne qui, en fait, avait une problématique qui est, elle, d'actualité. C'est-à-dire que ça manquait de moyens, ça manquait de moulaga pour pouvoir proposer dans les cantines aux enfants des plats variés, la bonne nourriture, etc. Et l'État, en tout cas le budget alloué pour cette année, ne suffisait pas. Et Jingle Moula. Monseigneur, il est 8h. Oui. Et du coup, la cantine de Saint-Junien, en Haute-Vienne, a pris la décision en fait, de ne travailler plus qu'avec des fruits et des légumes de saison du coin, fournis à bas prix par les producteurs locaux, et même de créer un potager pour les cantines. Et ça a été une phase de test, et là ça va faire à peu près une demi-année que c'est mis en place. Ça leur a permis d'économiser 30% de leur budget, de proposer aux enfants des repas plus variés, de meilleure qualité, et surtout un impact auquel la commune n'avait pas pensé au début, c'est que l'impact écologique en fait, de ce choix fait qu'ils n'achètent les légumes et les fruits pour la cantine plus qu'à dans un rayon d'à peu près une dizaine de kilomètres, et forcément le poids écologique, en tout cas le poids en termes d'émissions de gaz à effet de serre est réduit. Voilà, donc c'est très bien. Ça permettait de finaliser ces brèves sur un petit peu de verdure et de rappeler qu'il faut mieux consommer local, de saison, et 5 fruits et légumes par jour. Absolument. Et là-dessus, est-ce que tu sais qui, dans l'école, s'occupe du potager? Est-ce que c'est les profs ou les élèves? Alors, comme c'est une petite commune, en effet, c'est la commune, donc les cantonniers de la commune, avec des parents d'élèves bénévoles. Et ça permet aussi aux élèves
de faire de la sensibilisation au potager et au jardinage. Donc, C'est top. donc voilà, dans l'idée aussi de transmettre des gestes qu'on oublie de plus en plus, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. À vos jardins. Sur cette bonne note, je te propose qu'on passe au bonbon du mois. Je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon. Dès que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Et pour mon bonbon du jour, j'ai choisi de me concentrer sur un de nos chers voisins européens, puisque je vais parler de l'Autriche, qui vient de connaître des élections. Alors c'est assez flou le système autrichien pour moi. J'ai passé pas mal de temps à fouiller un petit peu tout ça, mais j'ai pas très bien compris le rôle du président. Je croyais que tu allais me dire, j'ai passé pas mal de temps en Autriche Non. depuis le mois dernier. Absolument pas. En reporter spécial pour Duo et Débat. Donc l'Autriche vient de connaître des élections avec la victoire du président sortant écologiste Alexander Van der Bellen dès le premier tour. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qu'on pourrait voir comme un signe fort qu'un président soit de surcroît réélu sur un programme écolo en 2022, quand on voit notamment la pauvreté du débat chez nous sur ces sujets-là. Ne revenons pas sur la décrépitude des partis de gauche en ce moment en France. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et de la même façon, au niveau de nos voisins transalpins, avec l'élection d'un parti d'extrême droite. Mais c'est pas tout, puisqu'un autre candidat a fait trembler le président sortant en menaçant de lui piquer des voix, et ce qu'il a fait d'ailleurs. Il s'agit du bien nommé rocker et médecin Dominique Vlasny et son formidable nom de scène Marco Pogo. L'artiste a fondé en 2015 un parti nommé le Parti de la bière. Et donc sans pression, il proposait alors, lors d'une élection régionale, de distribuer 50 litres de bière à chaque habitant, bilan 2%. Ce qui est pas mal pour une première élection et une nouvelle carrière de lancer. Presque mieux qu'Hidalgo. C'est presque mieux qu'Hidalgo, en effet. Incroyable, en promotant de la bière. C'est ça. Et le parti donc s'est structuré depuis avec de vraies idées politiques, anticorruption, réforme du supérieur, notamment sur la médecine, puisque comme je disais tout à l'heure, il est médecin lui-même, une politique migratoire respectant les droits de l'homme. Ouh là là. C'est incroyable. Ouais, en bref, un mec qui est bien et qu'on l'aime bien. Ouais. Et donc le candidat de 35 ans a récolté lors de l'élection entre 10 et 15% des voix. Donc j'ai écumé des sites en autrichien, enfin en allemand, en traduisant évidemment grâce au formidable outil de Google Translate en français. Mais leur système est assez flou pour moi. Il y a des systèmes enfin c'est un pays fédéral, donc les résultats sont donnés par les Landers. Absolument, mais dans tous les cas, c'est un beau score, entre 10 et 15%, et donc ça met encore plus en avant la réélection du président écologiste. Et cerise sur le gâteau, c'est un pays qui a failli basculer entre les mains griffues de l'extrême droite en 2016, qui semble être de retour à la raison, puisque ce parti-là, donc le FPO de mémoire, est descendu à moins de 19% cette année. C'est plutôt rassurant. Et à quand la même chose chez nous? Carrément, moi je veux aussi le parti Heineken en France. Plutôt Cronenbourg en France. Cronenbourg, oui, c'est vrai. T'as raison. Appel à tous nos amis alsaciens. Petite dédicace à Quentin, il se reconnaîtra. Je compte sur toi pour la prochaine élection, ouvrir un parti du même acabit que celui de notre cher Marco Pogo. Du coup, moi je veux juste revenir très rapidement sur ton bonbon. Donc on est d'accord que ce parti de la bière qui est un parti où il y a quand même des vraies idées politiques, a fait entre 10 et 15%. Est-ce que tu sais combien a fait du coup le parti du président gagnant? Alors, le parti du président gagnant, il a été réélu avec 54%. Génial. Donc, dès le premier tour, ce qui est quand même un fort score. Mais pour le coup, ça dépend des landers, ça dépend de... Bien sûr. T'as des problématiques beaucoup plus localisées que chez nous. Et le rôle du président aussi bien moins important que chez nous. Il ne faut pas comparer ça avec le système français. Et c'est quoi ton bonbon du jour, toi? Eh ben moi, mon bonbon du jour va peut-être ne pas surprendre nos auditeurs, car à m'écouter bavasser chaque mois dans Duo et Débat, vous allez finir par vous demander si ma vie ne tourne pas que autour des jeux vidéo. Alors laissez-moi rapidement vous rappeler que primo, j'aime aussi le pastis et le tricot. Et secondo, l'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle et du divertissement dans le monde, en termes de volume de production, mais surtout de chiffre d'affaires. Si j'ai envie de parler de jeux vidéo et de me coucher à 7h du matin, comme ce matin, tous les jours,
parce que j'adore ça, je vous aime. Maintenant que les bases sont posées, vous l'aurez compris, c'est encore une fois de jeux vidéo que mon bonbon va parler. C'est pour mettre en avant une très bonne nouvelle qui va dans le bon sens. Je pense que nous allons parler d'un jeu auquel, je ne joue pas, mais qui est très connu et je pense que tout le monde connaît. C'est le jeu FIFA 23, donc cette simulation de foot qui sort chaque année. Et ben cette nouvelle itération, pour la saison 2022-2023, la simulation de football FIFA innove et propose enfin, j'allais dire, de jouer avec des clubs féminins. Parce que jusqu'à présent, il y avait très peu d'équipes, et c'était que des équipes nationales féminines qui étaient modélisées dans le jeu, auxquelles tu pouvais jouer. Donc il y avait notamment les US, la France, les grandes équipes féminines nationales, et il y en avait très peu, bien moins que pour leurs homologues garçons. Mais maintenant, toutes les équipes de Ligue 1 française et de Ligue 1 anglaise féminine sont modélisées dans le jeu. Alors on est encore très très loin de la représentativité dont bénéficient les garçons, les homologues masculins de ces équipes. Néanmoins, moi je trouve que c'est quand même pas mal de mettre ça en avant. Il ne faut pas oublier que près de 50% des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses et que de plus en plus, on est en 2022, de plus en plus de sports féminins sont mis en avant, notamment pour créer des vocations chez les jeunes filles, montrer que le foot, c'est pas que pour les garçons. Les jeux vidéo non plus, c'est pas que pour les garçons, si vous m'écoutez, mesdemoiselles. Et même si on gomme que tout petit à petit, on n'y va pas, j'allais dire, vraiment à pas de loup pour gommer les inégalités qui existent aujourd'hui entre les sports féminins et les sports masculins en termes de médiatisation, de revenus, de moyens, etc. C'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai une question pour toi, Mou, j'en ai même deux. As-tu déjà joué à FIFA ? Et surtout, qu'est-ce que tu penses de cette évolution ? Tu penses que ça va dans le bon sens ? Alors, moi, j'ai beaucoup joué à FIFA. 2 ou 3 FIFA spécifiques. Moi, j'aime beaucoup le foot, donc c'est pas très étonnant. C'est pas le jeu auquel je joue. C'est plutôt c'est un jeu qui est sympa quand tu es dans une période où tu adores le foot. Et en l'occurrence, je serais plus tempéré que toi sur ta bonne humeur là-dessus, parce que je pense que c'est déjà normal, et en plus de ça, ça répond surtout à un marché. C'est-à-dire que le football féminin est vraiment en train de se structurer, et on est vraiment dans une phase où le football féminin se professionnalise très rapidement. Je me souviens, il y a 10 ans, c'était assez compliqué à regarder. Aujourd'hui, là, les dernières grosses compétitions, j'ai vu certains matchs, et j'ai vu notamment le niveau des défenseurs et des défenseuses, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. On va dire défenseuses, pourquoi pas, et des gardiennes surtout, a vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les gardiennes, il y en avait 2-3 qui étaient fortes, et le reste, c'était très compliqué. En fait, c'était tout simplement un sport amateur, comme tu peux le voir dans certaines ligues amateurs, que ce soit côté masculin ou féminin. T'as des grosses lacunes qui rendent le truc difficile à regarder. Aujourd'hui, on est vraiment dans une professionnalisation. Donc c'est assez normal pour moi que le football féminin soit représenté. D'ailleurs, ça m'embête qu'on dise le football féminin, alors que pour le football masculin, on ne dit pas le football masculin, quoi. C'est vrai, on devrait dire le football pour voilà, tout. Pour tout, et puis limite la surcouche, tu la mets si tu veux, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est normal, et je pense que c'est pas du tout un geste. C'est pas un geste éthique de la part d'Electronic Arts. Non. On le sait que c'est quand même une boîte qui est là pour faire de l'argent, et je pense que c'est un des moyens de se faire de l'argent. On est d'accord, mais bon, il faut continuer dans ce sens-là, même si ça aurait peut-être été mieux qu'Electronic Arts fasse ce geste un peu plus tôt. Ça aurait peut-être fait moins, selon toi en tout cas, moins réponse à un marché, à une actualité brûlante. 10 ans avant, ça aurait été pas mal, EA. Mais bon, c'est déjà bien de le faire maintenant, et on va essayer de continuer dans ce sens-là. Et si un jour on pouvait avoir des sports où la partie féminine et la partie masculine sont autant mis en avant l'une que l'autre, ça serait génial. Ce serait génial. Et ben, je crois qu'on a fini les bonbons. On va tout de suite passer à notre débat du jour. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Si, c'est un peu prématuré. Me faites pas marrer, ça dure des plombes, le type remue à peine les doigts de pied, à quoi ça ressemble, je vous le demande.
En ce mois d'octobre, nous nous sommes posé la question si le métaverse était-il souhaitable pour notre monde ? Que se cache-t-il derrière ce barbarisme futuriste ? Le métaverse, c'est la contraction de deux mots, méta et univers. Méta vient du grec ancien qui peut se traduire par ce qui vient après, ce qui va au-delà, ce qui dépasse. Et univers, ça je pense que vous connaissez tous. C'est donc un nouvel univers, une création autre que l'univers physique que l'on connaît, dans lequel on vit tous. Ce nouvel univers serait créé, vous l'avez compris, par l'homme et de façon, j'allais dire, technologique. On va s'arrêter à cette définition. N'en déplaise à tous les méta-experts ou les archi-fans de science-fiction, le métavers est un univers virtuel, immersif, c'est-à-dire dans lequel nous pouvons entrer en 3 dimensions à l'aide du matériel adéquat, persistant et global, c'est-à-dire qu'il évolue et ne s'arrête jamais, comme Internet aujourd'hui, et il peut être utilisé ou vécu par une quantité illimitée d'utilisateurs uniques, c'est-à-dire par tout le monde. Je fais une pause pour ceux du fond de la classe. Le métavers serait donc un univers virtuel en 3D, accessible par tous et pour tous, permettant d'interconnecter l'ensemble des utilisateurs partout sur la planète. Un peu comme une seconde planète Terre, mais sur Internet. Et pour faire quoi, vous allez me demander ? Eh bien pour tout faire, tout simplement. Je sais que cette réponse est frustrante pour la plupart d'entre vous, mais pensez à quelque chose de très simple. Vous êtes téléporté dans les années 60 et votre grand-père, fringant jeune homme de 20 ans, ou votre grand-mère, belle jeune fille qui sort du prise unique, vous pose la question « Ça sert à quoi, Internet ?» Eh bien comme moi aujourd'hui, vous allez lui répondre « Ça sert à tout ». Ça sert à échanger des messages, à rencontrer des gens, à s'échanger des informations, à se divertir, à faire du sport, à consommer, à acheter tout ce qui est achetable, à payer ses impôts, à gérer à distance des machines, etc. etc. C'est la même chose. Le métaverse a pour vocation d'être une interface globale comme Internet qui permet de quasiment tout faire. On peut donc dire que le métaverse est comme Internet en plus immersif. Alors comment ça serait possible ? On va prendre un exemple très très simple, car moi j'aime bien les métaphores et vous allez vite le comprendre. On va transposer Internet dans notre monde réel. Imaginez que Internet c'est un gros salon ou une grosse foire, comme la foire à la saucisse. Vous y allez avec votre voiture ou votre vélo et vous entrez dans le bâtiment. Ça représente votre connexion à Internet. Aujourd'hui, l'équivalent d'allumer ton téléphone. Vous prenez l'escalator jusqu'au stand qui vous intéresse. Aujourd'hui, je vais aller au stand Facebook pour apprendre des nouvelles de Tati. Puis ensuite, au stand Spotify pour écouter le dernier Beyoncé. Puis ensuite, au stand Amazon pour acheter des croquettes. Au stand Le Monde pour lire un article, etc., etc., etc. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire dans votre foire, vous repartez chez vous, ce qui représente le moment où vous éteignez votre téléphone ou votre PC. Et bien le métaverse, c'est ça, tout simplement. C'est la création de façon virtuelle de cette immense foire. Un univers en 3D unique où l'on pourra tous entrer, se balader et vivre une sorte de seconde vie en parallèle de notre vie dans le monde réel. Alors, très rapidement, un petit historique. C'est un concept qui, avant tout, a été décrit dans de très nombreuses œuvres de science-fiction et à la base, ce n'était que ça. On peut citer très rapidement des œuvres de Philip K. Dick, des œuvres de Neil Stephenson et c'est d'ailleurs ce dernier qui a créé le thème métaverse. Des exemples qui vont tous vous parler, c'est bien sûr le film Matrix, mais aussi des jeux comme Second Life qui, je pense, a été le métaverse qui ressemblait le plus à ce que tout le monde entend en métaverse, c'est-à-dire un univers en 3D où vous pouviez avoir une seconde vie, une sorte de jeu, les Sims interactifs ou un gros Lego interactif où vous pouvez faire à peu près tout ce que vous pouvez faire dans la vraie vie. Le 28 octobre 2021, et on va venir à notre premier sujet, Mark Zuckerberg, notre cher Zuki, le PDG de Facebook, annonce officiellement que Facebook est rebaptisé Meta et qu'une large part de son activité et des millions et des milliards d'euros que Facebook a gagnés en vendant nos données personnelles serait dédiée à la création d'un métaverse baptisé Horizon World. Cette réorientation a coûté plus de 13 milliards de dollars à l'entreprise en à peine 15 mois et même si elle est considérée comme extrêmement risquée, c'est pour Mark Zuckerberg et pour la plupart d'ailleurs des gens qui sont intéressés par le métaverse, la prochaine évolution d'Internet. Nous avons décidé donc avec nous de se poser plusieurs questions, déjà de parler de Meta, donc l'entreprise Meta dans le métaverse, de se demander si le métaverse était-il souhaitable et si le métaverse dans notre monde était utile. Je te laisse la première intervention.
Alors, écoute, c'est super intéressant ce que tu nous as dit là. Le petit récapitulatif de l'historique et le récapitulatif un petit peu de ce qu'est le métavers aujourd'hui. Et on va parler plus particulièrement de méta dans le métavers pour commencer. Aujourd'hui, je pense que pour la plupart de la population, quand on parle de métavers, on pense tout de suite à Meta et à ce qu'a fait Facebook. Donc là-dessus, je pense qu'ils ont gagné le pari. C'est vrai. Ils ont gagné le pari parce que Microsoft avait déjà tenté l'aventure et a une sorte de simulacre de métavers de son côté. Second Life existe depuis, je crois, 2003. Ça n'a pas duré, en fait, ça a duré 4-5 ans. Et ça a duré le temps que ça a duré. Ça pose pour moi deux questions. La première question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir un métavers qui corresponde à, et ça pour le coup c'est une discussion qu'on a eue avant, est-ce que ça correspond vraiment à une vision du Web 3.0, c'est-à-dire une vision ultra décentralisée ? Je pense pas. Je pense pas que Meta soit l'incarnation de ça. C'est-à-dire que si c'est ultra centralisé et une boîte qui possède les serveurs sur lesquels tu vas te projeter de manière virtuelle et que eux ils prennent 30 ou 50% de chaque transaction financière que tu vas faire à l'intérieur, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un métavers ouvert ou est-ce qu'on est vraiment dans juste une sorte de gros magasin, une sorte d'Amazon ? Une sorte de surcouche graphique, mais en fait ça reste Facebook. Exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se rendre compte, et là je parle à notre audience, c'est-à-dire que toi, ce que tu dis, c'est si Meta, allez, on va leur laisser une chance, si Meta arrive à mettre en place leur métaverse, qui est une évolution, en fait, qui est une surcouche à l'Internet d'aujourd'hui, qui est un Internet, le Web 2.0, comme on l'appelle, c'est-à-dire un Internet très centralisé, où les acteurs principaux sont notamment les GAFAM, mais en tout cas, où les propriétaires des serveurs, des données, des noms de domaine, des sites internet sur lesquels on va le plus sont des entités uniques, en tout cas des sociétés uniques. Pour toi, ça va pas, on va pas vers là où ça devrait tendre. On reste dans une folie un peu de fans de science-fiction, de créer un univers en 3D un peu sympa où on rentre comme dans Ready Player One. Mais si c'est géré par une seule boîte, il n'y a pas vraiment de vocation, en tout cas ça apporte ni d'innovation pour les utilisateurs, à part qu'on rentre en 3D dedans. Alors de l'innovation, si, c'est objectivement de l'innovation. Tu rends potentiellement plus accessible à des gens des choses qui sont déjà accessibles en fait. Voire tu crées de nouveaux usages. Et je pense que c'est l'ambition de Meta. C'est-à-dire eux, comme ils l'ont vendu, c'est un projet sur 10 ans et ça va prendre 10 ans avant de rentrer dans nos usages et d'être vraiment quelque chose qui compte à l'échelle mondiale. On se souvient de la fameuse bulle Internet, je crois que c'était en 99, où Internet existait déjà depuis quelques années et un peu tout le monde se demandait à quoi ça servait. C'est vrai. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette phase-là. Je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là tout à l'heure avec le métavers est-il souhaitable, au-delà d'être utile. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que si le Web 3.0, c'est justement une vision très décentralisée, très peer-to-peer en réalité, Meta pourra s'écharper autant qu'ils veulent. Dans ce cas-là, ce ne sera pas eux la solution pour créer ce métavers. Alors moi, si tu veux mon avis, et je vais prendre un petit peu la défense de ce genre de gros projet, notamment de Meta, ça apporte quelque chose qu'une énorme société, en tout cas qui a ses moyens... de l'argent. Voilà, déjà. Et surtout, on sait que Meta ne le fait pas pour les beaux yeux de l'humanité et pour créer un monde parfait. On sait que la volonté de Meta, en tout cas... Je te propose qu'on mette le deuxième jingle, Moulaga. De Facebook aujourd'hui, en effet, c'est... Voilà, on le sait tous. Et Facebook étant aujourd'hui un énorme panneau publicitaire qui permet une publicité ciblée comme jamais ça ne l'avait été fait avant sur Internet, en utilisant les tonnes et les tonnes de données personnelles de leurs quasiment 2 milliards d'utilisateurs, si on prend WhatsApp, Instagram, etc. Enfin, toute la galaxie d'outils qu'a Meta. Et leur métaverse, on ne va pas se cacher, on ne va pas se bercer d'illusions, ça sera pareil. C'est-à-dire que ça permettra encore plus d'être précis sur les habitudes, les us et les coutumes de leurs utilisateurs et donc de vendre ces données-là à des marques et à d'autres sociétés qui vont pouvoir faire de la pub encore sous plus couvert d'une illusion de liberté que tu peux avoir dans le métavers. C'est-à-dire que tu rentres et moi j'ai vu quelques vidéos là en préparation de cette émission où des gens ont pu tester ce fameux Horizon Worlds où en fait tu rentres et tu fais entre guillemets ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux aller jouer à un jeu vidéo, tu peux aller voir tes amis, tu peux travailler complètement et c'est ça qu'il faut tout en restant chez toi. Que les gens comprennent, c'est-à-dire que
Mais Facebook, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Facebook utilise vos données personnelles, que Facebook vend vos données personnelles pour rentabiliser son modèle. Pourtant, sur Facebook, on se sent tous à peu près libres. C'est-à-dire que demain, je veux créer un groupe sur Facebook, une page où j'invite qui je veux et où je dis à peu près ce que je veux. D'ailleurs, c'est pas le sujet aujourd'hui et on peut revenir là-dessus, mais demain, je crée une page privée où j'invite qui je veux et je dis ce que je veux. C'est quand même un lieu de liberté, le Facebook. Donc, comme tu dis, ça nous permet, illusoirement en tout cas, d'être libre. Après, créer quelque chose comme ça demande, tu l'as très bien dit, ça demande des moyens. Et moi, je trouve ça très bien. Et même si ça se plante, et même si Meta est, selon moi, pas la réponse, en tout cas, ce qu'ils vont mettre en place, Facebook sera sûrement pas, j'allais dire, la forme que va prendre le métaverse dans les années à venir, parce qu'on n'est qu'au balbutiement, hein, comme dans les années 90, on était au balbutiement d'Internet. Je peux dire qu'il n'y a quasiment plus aucun site des années 90 qui existe aujourd'hui. Pourtant, il a fallu ce balbutiement-là, il a fallu ce début d'innovation, et je ne voyais pas d'autres sociétés que Meta ou Google, en tout cas que les GAFAM, pour tenter, mettre la première pierre à l'édifice. Ça sera Horizon World, en tout cas le métaverse de Meta sera sûrement pas, ou en tout cas peut-être pas, celui qu'on utilisera dans 30 ans. Néanmoins, moi, je suis persuadé que c'est une évolution vers laquelle va aller Internet, c'est une surcouche d'utilisation vers laquelle on va aller. Après, ça pose des problèmes, et je pense que ça va être notre dernier point, ça va poser des problèmes qui sont là liés au web. Et là, désolé si on perd des gens, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on utilise tous les jours des outils dont on ne comprend pas du tout le fonctionnement. Si je vous parle de protocole HTML5, par exemple, vous l'utilisez tous les gens qui nous écoutent, là j'en suis persuadé, vous les utilisez au quotidien, et pourtant vous ne savez pas ce que c'est. Pas rentrer, vous expliquer. Pas tous. Ce qu'est le... Je suis sûr qu'il y en a 2-3 geeks qui nous écoutent et qui savent. Ah oui, bien sûr. Il y a peut-être 2-3 personnes qui savent. Coucou les ingénieurs en IT ou les devs. Mais sinon, la plupart des gens l'utilisent pour surfer sur Internet, pour téléphoner avec WhatsApp, pour prendre des photos et les envoyer à vos petits-enfants. Vous utilisez des technologies et des outils dont vous ne connaissez pas du tout le fonctionnement. Moi, je pense que le métaverse va s'installer comme ça, et que des gros acteurs ont le pouvoir d'installer des habitudes de consommation et des habitudes même sociales. Les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que c'est une seule société qui est arrivée, en tout cas Facebook à l'époque, et qui a dit maintenant, au monde entier, allez, quasiment au monde entier, en tout cas à 1 milliard de personnes qui utilisent aujourd'hui Facebook, voici votre nouvelle habitude de communication entre vous. Et ça, on en parle rarement comme une révolution, pourtant ça l'a été. Le web 2.0 est ce qu'il est aujourd'hui parce que les réseaux sociaux sont arrivés et qu'on a créé des nouveaux moyens de s'échanger les informations, des nouveaux moyens de communiquer. C'est le moment où on a abandonné nos Skyblog. Exactement. Et c'était trop bien Skyblog d'ailleurs. On pouvait mettre des lettres en paillettes et tout. Et peut-être que dans le métaverse, je pourrais avoir un Skyblog. Exactement. Un Skyblog où tu pourras marcher dans mon salon Skyblog bien kitsch, tu sais, avec tu te rappelles de l'époque où tu avais les images un peu gif avec plein de paillettes partout et tout, quel enfer. Tu mettais les photos du collège. J'ai été contributeur de ce truc-là, mais moi aussi. J'en ai honte aujourd'hui, mais il y avait pas beaucoup honte, de photos de Tokyo Hotel. Si vous vous rappelez de Tokyo Hotel, mettez un commentaire sous cet épisode. Ah oui. C'est vieux ça. C'est vrai. Ok, donc toi tu penses que Meta se plante, enfin aujourd'hui ne part pas dans la bonne direction? Alors ça, j'en sais rien du tout. Parce que je pense que même eux ne le savent pas. Je pense qu'ils ont une conviction, qu'ils pensent que ça va marcher, mais je suis pas sûr qu'ils soient sûrs à 100% de faire le bon choix en développant le métavers. Ils auraient tout aussi bien pu se dire on va continuer à consolider notre modèle, on se fait plein d'argent. Donc pour mettre un peu d'eau à ton moulin d'avocats, on va dire désignés de Meta, c'est tout à leur honneur de tenter d'innover en l'occurrence. Après, quelle est vraiment la compétition aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a Second Life qui encore vivote un petit peu, il y a Sandbox, je crois, Sandbox, en effet. The Sandbox. Alors The Sandbox, pour les gens qui ne savent pas, on fait une petite parenthèse dessus. Donc The Sandbox, c'est typiquement un univers 3D immersif dans lequel on peut rentrer. Alors, on ne peut pas rentrer dans The Sandbox aujourd'hui avec un casque VR et être complètement immergé dedans en réalité virtuelle. Mais en tout cas, c'est une sorte de grand monde ouvert
bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, et qui est en plus géré par des technologies blockchain, c'est-à-dire qui permet de créer la rareté dans cet univers-là. Et The Sandbox a fait beaucoup parler de lui, c'est français d'ailleurs, Cocorico, parce que beaucoup de grosses sociétés, de grosses marques ont acheté des terrains, on peut dire ça comme ça, sur cette nouvelle terre. Pour faire de leur pub, et pour avoir un stand. Proposer des choses, pour avoir un stand exactement dans une foire. Donc The Sandbox balbutie aussi, mais en termes d'utilisateurs, c'est quand même réservé à une niche, un peu comme les crypto-monnaies. Tout le monde parle des crypto-monnaies, mais qui vraiment utilise et sait vraiment comment ça fonctionne, les crypto-monnaies, on est encore un tout petit pourcentage dans le monde. Donc oui, c'est de niche. Néanmoins, c'est intéressant de mettre son nez là-dedans parce que tu as des gens qui mettent des milliards. Enfin, tu vois, Mark Zuckerberg, je pense pas que c'est le dernier des abrutis, même si éthiquement, il n'a sûrement pas fait les meilleurs... on en reparlera de l'éthique. Voilà, on reparlera de l'éthique, mais en tout cas, c'est pas le dernier des abrutis. Et si des mecs comme ça, qui sont quand même à la base de révolutions technologiques qui sont hyper importantes, alors je dis pas que Facebook c'était l'équivalent de l'invention de la roue, mais on peut comparer ça à certaines évolutions, en tout cas de la révolution industrielle. Et quand des mecs comme ça te disent l'avenir d'Internet, c'est le métaverse, c'est un univers en 3D où vous allez pouvoir mettre votre casque, vous poser sur votre canapé et rentrer dans un univers 3D où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, retrouver vos potes, faire du surf, n'importe quoi en fait. C'est intéressant de se poser la question, ok, s'ils y croient dur comme fer, est-ce qu'ils vont, et qu'en plus ils mettent les moyens pour essayer d'y arriver, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison? Est-ce que dans 30 ans, on va peut-être pas, la nouvelle façon de consommer Internet ne sera pas celle-là? Alors, tu as parlé d'un élément qu'on n'a pas évoqué jusque-là et qui, pour moi, est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est ce fameux masque de VR et cet équipement que tu es obligé d'avoir pour accéder au métavers. Complètement. Je pense que ça sera notre dernier point sur Meta, d'ailleurs. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a 3-4 marques à l'échelle mondiale qui font des casques de VR qui représentent un peu tout le marché. Ils sont pas d'accord entre eux. Et d'ailleurs, du coup, c'est un peu normal. C'est-à-dire que c'est un produit nouveau, donc il faut établir un standard. Donc tu as 4-5 boîtes qui se battent pour le standard. On se souvient des formats de CD à l'époque du CD. À l'époque du DVD, je crois qu'il y avait le DVD contre une autre... Ouais, le HD DVD contre le Blu-ray. Putain, c'est l'époque mérovingienne, ça. Oui, absolument. Mais les auditeurs vont croire que nous sommes des vieux des années 80. Mais tais-toi donc, jeune ménestrel. Et en l'occurrence, Meta est en train de développer l'Oculus Quest, je crois. C'est ça. Quest 2. Parce que Meta a racheté Oculus Rift, qui est une marque qui fait des casques de réalité virtuelle. Qui va proposer ce nouveau casque pour $1 500. Et c'est ton équipement de base pour pouvoir accéder au métavers. Donc ça sous-entend que le métavers n'est pas pour tout le monde, déjà. Alors. Et ça, c'est une vision méta. C'est une vision méta. C'est-à-dire qu'on aurait tout aussi bien pu dire, ok, on va faire en sorte à ce que tu n'aies pas besoin d'un équipement de pointe. Et d'ailleurs, on le voit avec un autre GAFAM qui est Google, qui avait proposé des premières solutions de VR, en l'occurrence, avec le cardboard. Donc, c'était juste un truc en carton dans lequel tu glisses ton smartphone et tu as déjà une expérience VR. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même qualité, c'est pas le même rendu final, mais est-ce que l'accessibilité, c'est pas un truc justement sur lequel Meta va freiner ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tout simplement parce que je vais vous demander tous de refaire un exercice assez simple mentalement. Il faut se dire qu'au début de toutes les innovations, c'était inaccessible pour le commun des mortels. Quand le téléphone a été créé, que le téléphone est arrivé dans les villages, moi je me rappelle très bien de mon grand-père qui me disait à Bourdoisan, en plein milieu de l'Isère, il y avait un téléphone dans le village. Pareil pour la télé, pareil pour Internet au début. Dans les années 90, je sais pas toi, Amou, mais moi, mes parents n'avaient pas d'ordinateur. Le mec qui avait un ordinateur dans nos potes, c'était plutôt celui qui vivait dans une bonne famille, voire ne pas dire un peu le notable du coin. Et ça a été le cas jusqu'à même l'arrivée des smartphones. Au début des smartphones, on avait encore tous nos Nokia 3310 quand les premiers avaient des smartphones, parce qu'un iPhone au début, c'était
j'allais dire, inaccessible pour tout le monde. C'est pour moi la même chose. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que c'est plus cher aujourd'hui un iPhone que quand le premier iPhone est sorti. C'est juste que c'était pas dans les usages à ce moment-là. Oui, voilà, mais relativement, ok, tu as raison sur ça peut-être, mais relativement Oui, en je tout suis cas, d'accord à avec l'innovation, toi sur au début c'est normal Premier que ce soit constat. inaccessible. C'est pas ça qui va leur apporter un frein. Par contre, il y a quelque chose que tu dis qui est très vrai là-dessus, sur la technologie qui permettrait d'utiliser cette nouvelle version, en tout cas de l'Internet, c'est qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Aujourd'hui, que tu achètes un ordinateur Sony, un téléphone Tartampion, une tablette Samsung, un Mac de chez Apple ou quoi que ce soit, on accède tous au même Internet. Facebook est le même. T'as le même Internet, t'as le même chargeur, t'as le même système d'exploitation. Oula, le même chargeur, attention. Sauf évidemment Apple. Presque. En tout cas, oui, voilà, il y a une certaine... Oui, il y a des normes qui s'établissent au fur et à mesure de l'installation d'un marché. C'est homogène et Internet est le même pour tout le monde, entre guillemets. Si, et là tu as raison là-dessus, et là je te rejoins là-dessus, ça va être le dernier point sur Meta. Si Meta ferme et dit, pour accéder à notre métaverse, qui doit être le seul, je le rappelle, il faut notre outil, seulement acheter notre outil. La politique Apple. Je pense que là ça va coincer. Là ça va coincer parce que oui, la politique Apple, ça marche, mais il y a beaucoup de gens qui ont un Apple et qui aiment les produits Apple, mais si avec Apple, tu ne pouvais pas accéder à des trucs plus globaux, imagine, tu n'avais Apple et tu ne pouvais pas accéder à Spotify, tu ne pouvais pas accéder à YouTube, tu ne pouvais pas accéder à Google, il y a beaucoup de gens qui partiraient d'Apple. Apple ne peut pas se suffire à lui-même, ils essayent, mais ils ne peuvent pas que faire ça. D'ailleurs, ils ouvrent de plus en plus aujourd'hui leur technologie pour qu'au final, quelqu'un qui a un produit Apple ne soit pas bloqué et ne doive pas forcément acheter que du produit Apple, même si c'est leur stratégie de base. Donc, je pense que là-dessus, Meta a fait une connerie, c'est de limiter ça à seulement son matos. Néanmoins, le matériel, on fait une innovation comme le Metaverse. Ok, au début, il va y avoir des limites techniques, mais moi, je pense que ça c'est pas la première problématique. Et ça ouvre nos autres sujets. Et donc, je te propose de passer à la question importante. Le métaverse, à quoi ça sert ? Parce que tu as décrit des usages qui sont en fait nos usages actuels, mais juste d'une manière qui m'apparaît en tant que profane plus compliquée. C'est-à-dire que tu me dis il faut aller à un stand pour aller faire tes courses, ensuite un autre stand pour aller parler à ta mamie et un autre stand pour jouer. Aujourd'hui, sur mon PC, moi, ça me prend 5 secondes en fait. De switcher de l'un à l'autre, etc. Là, s'il faut que je marche dans un espace virtuel, tu remets dans Internet ce qui était chiant avant Internet et que tu peux faire plus simplement avec Internet. J'ai l'impression. Alors, ça s'entend complètement et tu rejoins l'avis d'un ami à moi qui pourtant s'y connaît plutôt bien et qui me disait il y a quelques jours, si le métaverse, c'est juste avoir un Second Life plus beau, entre guillemets, où tu puisses rentrer en VR, mais où au final, tu ne peux faire que les choses que tu fais sur Internet, sur l'Internet d'aujourd'hui en tout cas, je suis assez d'accord que ça ne va pas servir à grand-chose et je ne suis pas sûr que les utilisateurs soient prêts à embrasser cette évolution technologique et que d'ici une dizaine d'années, on soit tous posés dans notre canapé avec notre casque VR sur le nez. Mais donc, à quoi ça sert ? Voilà. Ce à quoi ça va servir, c'est justement faire évoluer les usages et créer des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors là, malheureusement, on va rentrer dans un peu de notre avis philosophique, en tout cas mon avis, un peu science-fiction, etc., c'est que ça va créer des nouvelles activités. On va tellement évoluer dans une nouvelle façon d'appréhender le web qu'on va créer des nouvelles sensations. On pourra avoir des équipements haptiques qui vont pouvoir te faire ressentir des choses que tu ne peux pas aujourd'hui ressentir sur Internet. En rentrant en 3D dans un monde, aujourd'hui, tu me mets une vidéo à la première personne d'un grand 8, je ne ressens pas, je trouve ça bien, mais je ne ressens pas la vitesse, je ne ressens pas le mouvement, je ne ressens pas l'air dans mes cheveux, donc j'ai pas la même sensation que si j'allais vraiment au parc d'attractions demain. Moi, je pense que le métaverse peut amener ça. C'est-à-dire avec tu penses bon équipement. À terme, on aura une salle métavers chez nous, quoi. Complètement. Et je pense un peu. Enfin, c'est bête, hein, mais la science-fiction fait les choses bien. Alors, faut pas oublier que la science-fiction a ses limites. C'est-à-dire que
des mecs dans les années 50 qui étaient écrivains de science-fiction ont inventé des choses pour les années 2020 complètement farfelues qu'il n'y a pas aujourd'hui. On n'a pas encore imaginé tous les usages et toutes les façons d'interconnecter ce nouvel Internet et ce que peut apporter le métaverse chez nous, dans la société et dans, j'allais dire, le niveau d'au-dessus. Parce que Internet, c'est très bien, comme tu dis, si le métaverse c'est juste une surcouche 3D de l'Internet actuel, je vois pas trop ce que ça va apporter. Un peu plus d'immersion et encore. Par contre, si ça permet d'avoir des choses que l'Internet d'aujourd'hui ne permet pas, et là, moi, je parle en termes de voyage, je parle en termes de rencontrer les gens, je parle avec des liens réels, avec la vie dans le vrai monde. Typiquement, un ami à moi me proposait cette idée il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on fait des réunions sur Teams. Ok, Teams, c'est très bien, mais on est tous derrière notre écran et on n'a qu'une image de l'autre sur Teams. Si demain, dans mon salon, je peux ouvrir un Teams, on met tous un casque VR, mais je vois dans mon vrai salon les hologrammes en réalité augmentée de mes potes assis vraiment autour de la table, sur mes meubles, etc. Tu es en train de décrire une vidéo promo de Meta, hein. Bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, ça c'est un article assez cocasse que j'ai lu qui disait que chez Meta, ils ont du mal à faire en sorte à ce que leurs propres employés se mettent à la VR pour travailler. Même les employés qui bossent sur le métavers ont du mal à travailler eux-mêmes dans le métavers. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite proportion qui accepte de le faire et qui le fait volontiers. Ça ne m'étonne pas du tout, mais moi je te rajouterais mon grand-père, qui s'appelle Robert, petite pensée pour lui. Mon grand-père, par exemple, ne s'est jamais mis et ne peut pas envoyer un email. Pour lui, écrire une lettre... C'est très différent. Ton grand-père qui n'a pas grandi avec Internet, avec des gens qui bossent chez Meta, qui travaillent sur le truc. Ils n'ont pas grandi avec le métavers. Ils ont grandi avec le Internet d'aujourd'hui. Et comme tu dis... Donc tu dis qu'il faut formater une nouvelle génération à ça. Pas formater. Ma grand-mère, donc la femme de Robert, elle envoie des emails. Donc tu vois, elle s'y est mise. Mais je peux comprendre que quand on amène une nouvelle façon de fonctionner, forcément, ça va être compliqué de s'y mettre. Alors, je fais un peu mon défenseur. Moi, par exemple, j'ai le motion sickness. Vous allez dire, il est complètement, pour ceux qui savent ce que c'est, il est complètement cinglé de parler de métavers. C'est une sorte de mal de l'air, mais du casque vert. Voilà, dès que je mets un casque de réalité virtuelle, je ne peux pas le garder plus de 10 minutes sur les yeux parce que ça me donne envie. Ça me donne la gerboularde, comme on dit. Ça va être une des limites techniques, comme certaines personnes. Tu n'oublieras pas de prévoir dans ta salle métavers un petit seau. Exactement. En tout cas, ça risque de se sentir un petit peu. Mais comme d'ailleurs il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas rester plus d'une demi-heure devant un écran, que ce soit une télé, un écran de PC ou même leur portable, sans avoir mal au crâne. J'ai l'impression que c'est quand même une proportion bien moindre que le motion sickness. Après, est-ce que c'est lié à la technologie? Est-ce qu'on peut avoir une technologie qui te permet de plus l'avoir, ce motion sickness? En tout cas, pour revenir sur ta question, à quoi ça va servir? J'ai du mal ça va servir à tout. J'ai du mal à répondre autre chose. Moi, j'ai du mal avec, à part, ça va servir à rien. Ok. Alors moi, je suis pas sûr que ça serve vraiment à rien, parce que ça va permettre des choses qu'aujourd'hui l'Internet ne permet pas. Et notamment en termes d'expérience sensorielle. Moi, je pense, je vais limiter ma réponse à ça, parce qu'on peut tout imaginer. Mais en tout cas, l'Internet d'aujourd'hui, c'est magnifique, mais c'est froid encore. Moi, je pense que le métaverse, en tout cas, d'avoir plus d'immersion, va pouvoir créer des choses sensorielles. C'est la première chose. Donc tu veux faire un ersatz de la vie réelle, mais avec des sensations différentes, parce que tu peux te permettre plus de choses, quoi. Oui, et surtout une seconde vie réelle. C'est-à-dire que à quoi ça va servir? Déjà, à ressentir des choses qu'on peut ressentir dans la vie réelle, mais qu'on ne pourrait pas faire. Typiquement, si demain, imaginons, on ne peut plus prendre l'avion, parce que ça pourrit trop la planète, je ne pourrais jamais aller en Australie. On y reviendra dans la partie. On va y revenir. Est-il souhaitable? On va y revenir. Ça peut servir à ça. Et deuxième chose, ça peut permettre de se créer, dire plus que la vie réelle qu'on a. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce que cherche à faire l'humanité depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire, on veut toujours plus, on voudrait avoir 2 vies des fois, on voudrait en tout cas, alors que ça soit bien ou pas, on ne parle pas d'éthique, mais ça peut être une des solutions. En tout cas, pour moi, c'est à ça que ça va servir. Je te rejoins sur un point, c'est que ça va permettre des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. Et c'est vraiment là, pour moi,
qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que ça ne servait à rien, c'est pour caricaturer. C'est-à-dire que je suis convaincu que pour des problématiques de recherche universitaire, pour mieux comprendre un peuple, pour mieux comprendre une partie de l'histoire, j'ai notamment vu des images, je crois que d'ailleurs c'est aussi une pub de Meta, des villes de la Grèce antique qui sont complètement reconstituées dans le métavers, et donc tu peux te balader comme un grec ancien et faire tes courses et avoir une petite bribe de sensation de ce que c'était d'être un citoyen de cette ville-là. Et ça peut amener à une meilleure compréhension de ce monde-là, une meilleure compréhension d'autres mondes, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Complètement. Et voir des mondes imaginaires. C'est-à-dire que si tu me proposes demain, à la manière d'un jeu vidéo, d'avoir un métavers dans l'univers d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars, pour citer les plus grosses licences, évidemment que c'est plutôt séduisant sur le papier. Mais dans ce cas-là, je vois pas trop la différence avec un jeu vidéo ultra immersif, voire un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur à univers persistant, qui, est-ce que c'est débattable ou pas, est une forme de métavers dans une version un petit peu embryonnaire. C'est ça. Ça l'est, hein, ça l'est. C'est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus, entre guillemets, d'un métaverse. Après, voilà, moi je reste persuadé qu'on est qu'au tout début, qu'on n'arrive pas à imaginer, comme les gens dans les années 80 n'arrivaient pas à imaginer ce que serait Internet aujourd'hui en 2020. C'est une autre façon de faire. Alors, une des différences que je vois avec Internet, c'est que Internet, à la base, c'est un projet qui a été fait par des États, par des scientifiques, dans un but universitaire encyclopédique. C'est-à-dire, l'idée, c'était de connecter les chercheurs entre eux pour qu'ils puissent échanger des informations, des papiers de recherche, etc., de la manière la plus sécurisée possible, de la manière la plus universelle possible. Et là, pour le métavers, je ne vois pas cette vision-là. C'est-à-dire que dans les bouquins que tu décrivais et dans les films de science-fiction, c'est toujours décrit comme quelque chose de pas souhaitable, d'un peu chaotique. C'est vrai. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça peut faire peur, mais comme toutes les innovations, moi je suis assez de l'école de dire que toutes les innovations font peur au début. Et je vais finir par une citation de l'économiste espagnol Manuel Hidalgo qui en a parlé, en parlant du métaverse, pour clore cette partie 2 et sur pourquoi faire, entre guillemets. C'est lui qui nous fait chier avec ses pistes cyclables ? Non, mais presque, c'est un copain. Non, pas du tout. Donc Manuel Hidalgo a dit, auparavant, on crée une technologie, comme le moteur à combustion, et une fois qu'elle était viable, cette technologie, les produits voyaient le jour. Typiquement la voiture. Avec le métaverse, la situation, elle est inversée. On promet l'idée, on promet du verbe promouvoir. Et on promeut. L'idée, on promeut, pardon, c'est ça. On promet une idée, on parle déjà du produit final, en mode le métaverse, c'est la voiture, sans vraiment avoir encore ce qui fait la voiture, c'est-à-dire le moteur à combustion. Et on demande aux gens regardez, le projet va être fou, maintenant trouvez les solutions, en tout cas, mettons en place les solutions pour que ça soit autre chose et pas juste un ersatz ou un jeu vidéo hyper immersif, comme tu l'as dit, ou juste une surcouche de l'Internet qui va pas vraiment intéresser les gens. Je suis d'accord avec toi. Donc on a ce problème-là et c'est pour ça que j'ai pas la réponse tout de suite de à quoi ça va servir. Je vois les applications que ça peut avoir. Je vois surtout des choses qui peuvent être une sorte d'hybride, typiquement la réalité augmentée. Je trouve que ça peut être un des chemins qui va permettre de passer au métaverse petit à petit, c'est-à-dire pas tout de suite rentrer dans un univers complètement créé en 3D, mais avoir une surcouche, par exemple. Bon, Google, tu vas me dire, l'a déjà essayé avec les Google Glass, ça fait un four pas possible, ça n'a jamais fonctionné, mais de plus en plus, des outils viennent rajouter, pimper un peu notre monde réel grâce aux technologies de l'information. Voilà, moi j'ai très grand espoir et surtout, j'espère qu'on se tiendra après parce que ça risque d'arriver sans qu'on s'en rende compte et ça risque à un moment de devenir un usage et on risque d'être les vieux dépassés de ça et c'est ce à quoi j'ai peur. Et c'est marrant, il est marrant ton exemple. Pour moi, c'est justement un des exemples à ne pas suivre, celui de l'automobile. Parce que au moment du développement de l'automobile, c'était justement, il y avait une compétition à l'époque entre le moteur à combustion et le moteur électrique. C'est-à-dire que les premières voitures, il y en avait électriques et il y en avait avec un moteur à combustion. Et ce qui a fait que le moteur à combustion a gagné, c'est le poids des lobbies, que ce soit les lobbies du pétrole ou les premiers lobbies de l'automobile thermique, qui ont fait en sorte à ce que ce soit la voiture thermique qui gagne et qu'on n'investisse pas dans le développement de la voiture électrique.
Et c'est un peu ce que je reproche au métavers aujourd'hui, c'est justement le fait que ceux qui poussent ces projets-là soient des acteurs puissants et donc qui ne fassent ça que pour susciter une interaction économique, c'est-à-dire se faire de l'argent. C'est vrai. Et donc, est-ce que l'utilité, c'est le cœur du projet ou est-ce que c'est simplement une sorte de manière de se faire de l'argent ? Moi, j'ai mon avis qui est très clair sur la question. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de se faire de l'argent. Basta. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah bah ça alors. Alors oui, ok. Ça nous permet d'embrayer sur notre dernière partie de débat qui est le métavers est-il souhaitable, Boobs ? Et je te laisse la parole. Eh ben écoute, pour ça, j'ai besoin de prendre, si tu veux, un peu de hauteur et j'ai besoin d'enlever l'idée. On va partir du principe que on le fait pour de bonnes raisons et pas que pour l'argent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'en suis conscient, mais au final, ce n'était pas le cas de beaucoup d'innovations technologiques dans leurs premiers jours. Mais pour moi, le métaverse est souhaitable, peut être une avancée intéressante pour plusieurs raisons. La première raison, et elle va rejoindre, et j'espère qu'elle va toucher certaines personnes, c'est que le métaverse, ça peut permettre d'avoir un univers entre guillemets infini, avec des possibilités en tout cas infinies, sans avoir à impacter le nôtre, le réel, celui qui au final est fini. Alors vous allez me dire, il va essayer de nous faire gober la pilule que le métaverse c'est écologique. Je dis pas ça, je dis juste que la possibilité de créer un autre univers complètement virtuel, complètement inventé de toutes pièces par l'homme, permet de préserver entre guillemets le nôtre. Aujourd'hui, vous allez me dire, la technologie, on l'a pas. Les serveurs, ça bouffe, c'est le pire pour la planète, ça détruit. Les technologies informatiques sont de loin celles qui ont le pire impact parce qu'il y a des métaux lourds, il y a des métaux rares, etc. Et tout. Alors oui, faisons fi de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que dans tu peux pas faire fi de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur américain, un concepteur de puces Intel qui s'appelle Raja Koduri, qui estime que le métavers va exiger 1000 fois plus de puissance que la puissance qu'on a actuellement pour être pleinement opérationnel. Tout à fait. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose. Moi, je rappellerai quelque chose à ce monsieur qui doit être bien plus intelligent et bien plus calé que moi. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, un disque dur d'1 gigaoctet, ça faisait 5 mètres carrés. Aujourd'hui, ça tient sur mon ongle. Donc, et ça demande beaucoup moins d'énergie pour fonctionner qu'à l'époque. Donc, oui, à technologie actuelle, c'est pas la solution viable. Moi, je dis juste, essayons de nous projeter. On a un problème qui est qu'on continue à faire des gosses. Tu vas me dire, d'où ça sort, cette phrase. Je vais y arriver. Le problème qu'on a, c'est qu'on est trop sur la planète. C'est faux, c'est absolument faux. Alors, ça sera un autre sujet. Si tu veux, ce sera un autre sujet. Mais le problème, c'est pas qu'on soit trop, c'est qu'on est trop dépensier en énergie, en ressources, en tant que civilisation. C'est-à-dire que si on était la moitié du chiffre qu'on est actuellement en France, hein, je ne parle que de la France, à la limite de l'Occident, mais qu'on avait les mêmes ressources, vu notre façon de réfléchir et notre philosophie, on se permettrait de faire 2 fois pire en termes de pollution. Ok. Ça, c'est lié au genre humain. Moi, là où je voulais en venir... Non, absolument pas. C'est absolument pas lié au genre humain. C'est lié simplement à l'homme occidental. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui a été prononcée par notre faute. Notre tristement célèbre ancien président de la République. Je crois que j'en ai déjà parlé au premier podcast. Je ne sais pas si c'était la même phrase, mais en tout cas, j'aime bien lui taper dessus apparemment, qui disait « le problème, c'est l'Afrique ». Sous-entendu, le problème du développement durable, à l'époque, on appelait ça comme ça, maintenant, on sait que ça ne marche pas, le développement durable. Mais à l'époque, ce qu'on disait, c'est que la démographie était le problème à combattre pour régler notre problème planétaire et que donc l'Afrique, ayant une plus grande population grandissante, ça allait être un problème parce qu'ils vont se développer comme nous, parce qu'on est l'exemple absolu à suivre, et que donc, vu qu'ils vont se développer comme nous, ça va être un problème parce qu'ils sont plus et ils vont polluer de la même façon que nous. C'est hyper technocentré de se dire ça, c'est-à-dire que ça veut dire que notre façon de fonctionner, c'est celle qui va entraîner les bonnes choses dans le monde et qu'il ne faut pas que les autres y fassent pareil parce que si on est trop, nous, on ne peut plus faire ça. Alors, oui,
Je suis d'accord avec toi. Et sur le sujet du métavers, j'ai l'impression on va très vite retomber sur le même sujet parce que moi, je suis très virulemment contre, oui et comme non. Vous l'aurez compris. Ouais. Oui et non. Moi qui suis plutôt de l'école pour, je vais te donner un autre exemple du coup, parce que le tien est très pertinent. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Moi, j'aimerais que les 7 milliards de personnes qu'on soit sur la planète puissent aller au ski. C'est une sensation de fou de faire du ski, de sentir le frais sur soi, de glisser sur des pentes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a de moins en moins de neige. C'est impossible que tous les gens de la planète fassent du ski une fois dans leur vie. C'est de toute façon mécaniquement, même logistiquement, j'allais dire, pas possible. Alors qu'avec un monde virtuel, tout le monde pourrait accéder de partout, parce qu'aujourd'hui, on peut accéder à Internet quasiment de partout dans le monde. Hein. Donc avec un monde virtuel accessible de partout, tout le monde pourrait, de n'importe où, du fin fond de Ouagadougou à la Terre de Feu, avec un casque, ressentir, en tout cas, vivre l'expérience d'aller au ski. Deuxième exemple qui, toi, va te parler, on ne peut pas tous partir dans l'espace. Ça ferait rêver beaucoup de monde. C'est pas possible, ça coûte des milliards d'envoyer une fusée. C'est pas écologiquement, j'en parle même pas. Si demain, on envoie une sonde qui est grosse comme un ballon de foot, qui permet juste de renvoyer à la Terre les infos et qu'ensuite tous, avec notre casque VR, on puisse marcher sur Neptune, ça serait fou, non ? Et donc, je vois ce que tu veux dire. Je vois le problème éthiquement et je suis d'accord d'une seule chose, et ça, c'est la seule chose sur laquelle je vais être d'accord avec toi. Le métavers, c'est peut-être pas la chose à faire là tout de suite. C'est peut-être pas l'urgence. C'est peut-être pas l'urgence. Monsieur Marc, peut-être que vous auriez pu dépenser 13 milliards pour éviter la faim dans le monde, par exemple. La réduire en tout cas déjà, voilà, pour commencer. Ou je sais pas, fermer des centrales à charbon et les remplacer par autre chose. Ok, on est d'accord là-dessus. Néanmoins, en termes de potentiel de lisser les inégalités, en fait, tout simplement, entre les personnes. Hein. Je ne parle pas des inégalités économiques, raciales et tout, mais des inégalités d'expérience, de ressenti, de capacité de partager avec le plus grand nombre des choses uniques, et que ça peut être des choses réelles comme des choses, tu l'as très bien dit, imaginaires. Ça serait génial. Ça a été la vocation d'Internet, c'est la vocation d'Internet encore aujourd'hui, et tant mieux. Hein. Il y a des choses qui, si Internet existait au début de la guerre froide, il y a certains pays où il ne se serait pas du tout passé ce qui s'est passé. Merci les technologies de l'information. Et pour moi, voilà, le métavers et l'évolution des technologies de l'information devrait permettre en tout cas à avoir un peu plus de globalisation sur ces choses-là. Alors justement, là-dessus, je ne vais même pas partir sur l'argument écologique. Je pense que c'est assez clair désormais que je trouve que c'est une aberration écologique, le métavers, et que ce n'est pas du tout ça qui est souhaitable aujourd'hui sur notre rapport à la nature. C'est-à-dire que je pense que ça le détruirait. Ça détruirait notre rapport à la nature, puisqu'en fait, entre guillemets, la nature est remplaçable, puisqu'elle est remplaçable dans un univers parallèle, et c'est pas grave si on la détruit aujourd'hui. C'est un petit peu la peur que j'ai par rapport à ça. Ça, c'est la première peur. La deuxième chose, c'est que quand tu dis, oui, moi j'aimerais bien que les 7 milliards de personnes de la planète puissent expérimenter le ski au moins une fois dans leur vie, mais pourquoi faire en fait ? C'est ta façon de voir les choses, c'est notre façon de voir les choses en tant qu'occidentaux. Je suis le premier à aimer aller au ski l'hiver, mais est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est vraiment une bonne pratique que d'aller au ski, sachant que ça fait des remontées mécaniques, qu'il faut monter jusqu'à la station, que tu détruis des pans de montagne entiers. Enfin, Justement, il n'y aurait plus ni de remontée mécanique, ni de destruction des montagnes. On pourrait fermer les vraies stations de ski. Tu vois, typiquement, et aujourd'hui, faire que des stations. Aujourd'hui, en fait, je pense que justement, il faut travailler sur la désirabilité. C'est-à-dire que la désirabilité du ski, aujourd'hui, je pense qu'elle est en chute libre. C'est même presque jeu de mots. Qu'elle est en chute libre aussi pour des raisons écologiques. Et de la même façon que, et l'exemple va être un petit peu plus parlant, faire du jet ski. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 20 piges, faire du jet ski, c'était un truc, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop faire du jet ski, j'aimerais trop faire du quad. Aujourd'hui, dans ma façon de réfléchir, c'est même plus une option. J'ai plus du tout envie de ça. J'ai plus du tout envie d'avoir un yacht. Et je pense que travailler sur ce dont on a vraiment envie, besoin, je pense que ça peut nous permettre aussi de se détacher de cette envie-là, d'avoir une altérité qui corresponde à notre vision idéalisée de notre monde et qu'on puisse le faire dans un monde virtuel. Dernière chose. Là-dessus, si on peut le faire sans impact mauvais. Si demain je te dis, Amou, alors c'est pas le cas, hein, attention, mais si demain je te dis, imaginons, utopiquement, demain je te dis, Amou, tu peux faire du quad et du jet ski et ça n'impacte pas du tout la planète. En mal en tout cas.
Ça n'a aucun mauvais impact. Tu peux juste ressentir ce que tu voulais ressentir. Tu me fais réfléchir parce que c'est vrai que je fais des choses dans les jeux vidéo. Quand je joue à un jeu vidéo, c'est les choses que je fais. Mais je vois pas l'intérêt du métavers là-dessus. C'est-à-dire, la VR, oui, mais le fait que ce soit interconnecté avec tout le monde et du coup, je ferai du jet ski avec mes potes dans le métavers. Mais je peux déjà le faire en multijoueur sur mes jeux vidéo. Financiariser le truc et faire en sorte à ce que tu sois dans un monde virtuel où tu vas payer en crypto-monnaie pour aller faire du jet ski avec d'autres gens, je vois pas trop l'intérêt. Ok, j'ai pas de réponse à ça. Mais c'est vrai que si demain on a une simulation de jet ski, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un métavers interconnecté. Néanmoins. Et le jet ski, c'est vraiment, encore une fois, le métavers, je pense que le jet ski, juste pour terminer là-dessus, c'est juste une image de l'incarnation du changement de désirabilité qui est souhaitable. Et comme tu disais d'ailleurs très bien tout à l'heure en intro, on doit résoudre d'autres problèmes qui sont bien réels avant. C'est-à-dire que le métavers, je pense que ça aura juste pour tendance de nous masquer les yeux sur ce qui se passe ici. Que ce soit des problèmes écologiques, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes économiques. C'est-à-dire que si je suis pauvre dans la vraie vie et que j'ai pas les moyens de m'acheter une grande maison, bah, du coup je vais mettre un casque de VR, je vais avoir ma grande maison dedans. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour tes potentiels gamins ou pour la génération future dans tous les cas ? Je ne sais pas, mais je dis pas non. J'ai pas vraiment réfléchi éthiquement comme ça, mais néanmoins, si je pars du principe que mes gamins ne pourront de toute façon jamais avoir dans la vraie vie une grosse maison et que c'est ça qui les rendrait heureux, s'ils peuvent l'avoir autrement. Oui, non, mais voilà, j'espère que mes gamins ne voudront pas qu'une grosse maison. Mais oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il faut donner moyen aux hommes d'assouvir leurs besoins, qui sont, même si ceux-là sont très mauvais. Mais je ne pense pas que ce soit des besoins humains, enfin, encore une fois. Je pense que c'est un besoin qui a été créé par la société. C'est des besoins qui sont uniquement endémiques à notre civilisation, à notre société qui a tendance à tout bouffer autour. Tu vas dans des petits villages. J'ai vécu ça quand j'étais gamin. J'ai des origines kabyles, du coup. Quand je partais en Kabylie quand j'étais gamin, alors certes, je sentais une désirabilité de mes cousins sur des choses que je ramenais, quand je ramenais une console de jeu, etc. Mais en fait, très rapidement, on l'oubliait, on allait jouer dehors, on faisait autre chose. Et cette volonté du toujours plus du matériel, c'est pas un truc qui est inné chez l'homme. Hein. C'est quelque chose qui est entièrement construit. Il y a des civilisations entières, et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait retrouvé, je crois que c'est le dernier village indigène en Amazonie qui n'a jamais eu de contact avec l'humanité. Mais eux, je pense que tu leur parles du fait de posséder autant qu'on possède nous, le fait de vouloir toujours avoir ces trucs à nous, et le fait en plus d'avoir nos trucs à nous dans la vraie vie, de vouloir posséder d'autres choses dans un univers virtuel pour pouvoir faire mumuse avec ses copains et faire le malin avec son copain. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, j'ai vu des vidéos de stylistes ce sont des stylistes qui vont vendre uniquement en NFT sur le métavers, avec des gens qui ont la volonté de posséder ce truc-là spécifique, de pouvoir le porter sur leur avatar dans le métavers. Je pense que soit je suis en train de virer vieux con, soit j'ai vraiment du mal à saisir en quoi le métavers peut nous rendre plus heureux. Alors, ouais. Je vois où tu veux en venir. Néanmoins, le rollback, il me paraît difficilement atteignable. C'est-à-dire pouvoir prendre conscience de tout ce que tu viens de dire à l'ensemble de l'humanité et dire les gars, on va plus pouvoir, c'est plus possible de vouloir plus. Pas à l'ensemble de l'humanité. Non, mais en tout cas, voilà, cette construction sociale, pour moi, elle est, alors c'est très pessimiste peut-être, mais elle est là et il faut faire avec, et on va tendre à voilà, toujours vouloir plus, etc. Donc bon, à part pour le jet ski, j'ai compris. D'ailleurs, ça fait 2 émissions qu'on prend l'exemple du jet ski. Je pense que c'est fini, on n'aura jamais. Je pense que c'est l'image de Macron à jet ski qui nous a. Ah oui, moi j'allais dire, on n'aura jamais l'abonnement de Vincent Lagaffe. Non, Vincent Lagaffe en PLS, il nous déteste. On pourrait dire Dieu et débat, l'émission détestée par Vincent Bip, Lagaffe. Pourtant, j'aimais bien le lavabo, il était beau. Non, pour revenir là-dessus, oui, il y a une dimension qui est pas nécessaire. Néanmoins, moi, sur la globalité de ce que peut apporter cet outil, avec un moyen d'évasion pour des personnes qui ne peuvent pas le faire, typiquement, moi, je reviens là-dessus, mais imagine quelqu'un qui naît tétraplégique avec un monde un second monde complet, peut-être même encore plus complet que le réel, où il pourrait vivre des choses. Il aurait peut-être moins envie de mettre fin à ses jours. C'est un exemple très précis, tu vas me dire. Non. Alors, pour le coup, c'est un peu l'épine dans mon pied au niveau éthique. C'est-à-dire que j'y ai pensé à ça.
Et en plus, on ne s'est même pas consulté avant pour en discuter. Mais oui, sur les personnes qui ont des handicaps lourds ou sur les personnes qui sont trop âgées pour voyager et des personnes qui veulent vivre de l'aventure. C'est possible de voyager, tu l'as dit toi-même. Dans ta vision, tu as dit il faudrait peut-être qu'on arrête de voyager. Enfin, tu vois, si. Ah non, je dis qu'il faut voyager. Faut probablement voyager moins et autrement. Voilà, typiquement. Mais justement, c'est sur cette désirabilité-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas tous envie de voyager autant parce que notre génération le fait, parce qu'il y a Instagram, parce que tu vois tes potes qui voyagent, parce que tu vois des youtubeurs qui le font, alors que la génération de nos parents, en tout cas des miens, donc c'était dans les années... mon père... Oui, ils avaient moins envie. Voilà, était jeune dans les années 60. Clairement, le voyage, c'était pas un objectif en soi. Enfin, c'était dédié, et c'est aussi un mal, à une minorité, souvent la plus fortunée, qui avait les moyens de partir en vacances, loin, mais c'était pas du tout quelque chose qui a été désiré, souhaitable pour tout le monde. Alors, ok, je suis d'accord avec toi, et j'adore voyager. Ouais, voilà, bien sûr. Attention. Mais ma réponse, j'ai pas envie que ma réponse me fasse passer pour un Pascal Pro du cyberverse, mais bon, c'est pas grave. C'est que, est-ce que c'est pas plus simple, plutôt que de dire aux gens, c'est pas bien. Regardez, avant, on avait moins envie de voyager, et c'est le monde d'aujourd'hui qui vous donne envie de voyager partout et d'aller prendre votre photo Instagram, machin et tout, plutôt que de leur dire ça, de leur dire, regardez, c'est possible. Sans que vous ayez à voyager physiquement, c'est possible. Faites-le. Alors, je suis d'accord sur la première moitié de ce que tu dis. Je suis pas du tout d'accord sur la deuxième. Pour moi, il faut cultiver une nouvelle désirabilité. C'est-à-dire, il faut qu'on ait de nouveaux buts atteignables. Et pour moi, le combat écologique ne sera gagné que si il est désirable. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Aujourd'hui, et moi le premier. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire écologiquement, c'est des choses qui sont des contraintes. C'est-à-dire que moi j'ai envie de voyager plus, sauf que là je me retiens, je prends plus l'avion pour 3 jours pour aller à Lisbonne à 20 € sur Ryanair, je le fais plus. C'est vrai. Putain, j'aurais dû le faire avant, je l'ai pas fait. non mais ok, oui, je vois ce que tu veux dire, et je comprends pourquoi tu es plutôt pas d'accord avec les potentiels que pourraient offrir ces nouvelles technologies là, en tout cas une technologie de ce type-là. Je te rejoins sur les idées, il faut le dire à nos téléspectateurs à nos téléspectateurs, carrément. Exactement, à nos bientôt en Mondiovision. Bientôt sur TF1. Sur Antenne 2. Sur Antenne 2, c'est plus classe. Sur Antenne 2. Non, ce qu'il faut dire aux personnes, et ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus et de rebondir sur les retours qu'on a eus sur la première émission. Et merci encore à tous les gens qui nous ont écoutés. Allez-y, si vous ne l'avez pas encore, abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est que voilà, on force un peu le trait, et moi je serai toujours du côté sur ce sujet-là, sur le métaverse, parce que je suis un rêveur, je suis un fan de science-fiction, et quelque part, il y a un petit garçon au fond de moi qui rêverait qu'on puisse s'allonger sur notre canapé et rentrer dans un monde complètement fou où je peux avoir les cheveux bleus, parce que j'ai toujours voulu avoir les cheveux bleus, 4 bras, voler, vivre des choses que je pourrais jamais faire dans le monde réel. Je trouve ça fou, et en tant que gamer, oui. Néanmoins, je suis d'accord que là, voilà, on a compris que le principal problème, il était éthique, écologique aujourd'hui, que c'était peut-être pas la réponse. Justement, ça me permet de te poser une question qui, je pense, va t'intéresser et qu'on n'a pas préparé. C'est la dimension sociétale du métavers dans sa conception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métavers, c'est donc l'apanage, on l'a dit tout à l'heure, de Meta. Peut-être qu'il y aura d'autres acteurs, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'État, de notre façon de nous diriger entre nous dans ce monde-là virtuel? En admettant que ce monde-là virtuel prenne place, existe, il faut des lois pour les diriger. Qu'est-ce qui se passe si moi je vais chez quelqu'un et je lui vole son truc? Ça va être un sacré bordel, je te le dis. Non mais c'est vrai. Je vois. Qu'est-ce qui se passe si je fais du harcèlement moral, sexuel sur le métavers? Et ce qui est déjà arrivé. Ce qui est déjà arrivé dans les premières bribes. Horizon World, là, du métavers. Horizon World, et de la version qui est disponible en France, je crois que c'est pas Horizon World, c'est Horizon quelque chose d'autre. Donc c'est un truc où tu as plusieurs jeux disponibles et déjà des premières bribes d'interaction que j'ai pas testé, mais j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet, et on a déjà des problèmes de harcèlement sexuel, de harcèlement moral au sein du métavers. Donc en fait c'est juste des problèmes d'internet. C'est-à-dire que tu décrivais que internet enfin que le métavers était une nouvelle vision d'internet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des problèmes qu'on a? C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un monde virtuel qui est dirigé uniquement par une entreprise
dicté par ses intérêts privés ? Alors, Est-ce que ça, c'est souhaitable, Boobs ? Les Français veulent savoir, est-ce que ça, c'est souhaitable, Boobs ? Je ne pense pas que ça soit souhaitable d'avoir une centralisation globale. Ça voudrait dire qu'on donne encore plus de pouvoir à ces super corporations qui en ont déjà. Je ne sais pas si ça fait écho à certains, mais on va pas se mentir, toutes les œuvres de science-fiction un peu dystoptiques nous, alertent depuis plus de 50 ans sur attention, si vous donnez trop de pouvoir à des super entreprises, les États serviront plus à rien et vous risquez de vous retrouver avec des dictatures mondiales. Et j'ai pas envie que mon nouveau Führer, ça soit Mark Zuckerberg. Et d'ailleurs, n'importe qui. Alors, je suis d'accord avec toi, ça va poser ce problème. Comme aujourd'hui, Internet est encore un espace un peu sans foi ni loi sur certains aspects, et ça risque pas d'améliorer ça. En plus, ça va poser d'autant plus de problèmes que, est-ce que demain, si je t'harcèle, si je fais du harcèlement sexuel, par exemple, dans le métaverse, sur ton avatar, et que toi, Mou, a choisi d'avoir un avatar féminin, est-ce que tu imagines qu'il va falloir créer des nouvelles lois pour ça ? C'est-à-dire, je t'harcèle sexuellement parce que ton avatar, parce que j'ai l'impression que tu es une femme, parce que je vois une femme, alors que derrière tu es un homme, et pourtant, comment tu vas le prendre ? Coucou. Voilà, typiquement. Donc, non, il y a beaucoup de questions sociétales, et c'est hyper intéressant que tu aies posé cette question. Et est-ce que tu es redevable de la loi de ton pays ? Exactement. Physique, ou d'un nouveau ou est-ce pays. que c'est une sorte de nouveau pays qui est dirigé par le grand Führer Zuckerberg, comme tu dis. Oui, complètement. Alors déjà, ça répond à une chose, c'est que je suis persuadé, là je te rejoins, et nous sommes d'accord sur un point. Est-ce qu'il faudra une police ? Est-ce que tu voilà, pourras t'engager dans la police pour gagner des cryptos ? C'est qu'il ne faut pas que... Pourquoi pas ? C'est qu'il ne faut pas que ça soit centralisé. Ça, c'est le métaverse, en tout cas, un nouvel apanage d'Internet, n'est plus possible que en étant full décentralisé, c'est-à-dire avec aucun organisme central, en tout cas de décision. Par contre, forcément, il faudra des organismes de régulation, il faudra une sorte d'ONU, il faudra une sorte de, comme tu dis, de police des mœurs. Et pour moi... Mais c'est ce qu'on a déjà sur Internet, les modos. Oui, les modérateurs sur Internet. Donc il faudra sont des gens qui sont rémunérés ou pas, mais pour faire la loi dans un strict cadre. Est-ce qu'il en faudra oui, mais des vrais gens, hein, pas des bots, parce que oui, les bots, on connaît les limites aujourd'hui. Je pense qu'il faudra des gens. Je pense qu'il faudra aussi quand même des bots, en tout cas des IA. Bien sûr, ce ne sera pas suffisant, mais c'est nécessaire. En tout cas, c'est aujourd'hui l'une des solutions qu'a proposé l'humanité pour avoir quelque chose de non centralisé et surtout de non corruptible. J'imagine une nouvelle forme d'IA. Alors après, qu'on ait envie ou pas de confier notre avenir et notre éthique aux mains d'une IA, ça c'est un autre débat, sujet de Dieu et débat 2027. Est-ce que l'IA police est-elle souhaitable ? Non, je suis d'accord avec toi que socialement ça va poser des problèmes. Par contre, ça va apporter de nouvelles choses. Enfin, moi, ça me fait... Ta question, elle m'a fait à la fois peur et à la fois elle me fait rêver, parce que tu imagines, ça veut dire qu'on crée des nouvelles façons d'interagir, on crée une nouvelle sociabilité et les problèmes qui vont avec, mais aussi les nouveautés qui vont avec. Et moi, en tant que néophile convaincu, c'est-à-dire moi, apporte-moi quelque chose de nouveau, j'ai envie de comprendre et de savoir et de tester. Tentons, voyons. Oui, ça va poser des problèmes, mais je pense que pour le lot de problèmes que ça va créer aussi son lot de nouvelles choses positives, de nouvelles solutions. Donc, on ne peut pas savoir, mais faisons-le. Mais faisons-le bien. Et je ne pense pas que la solution, et je pense que ça va être la conclusion de notre seconde partie, c'est que je ne pense pas que la solution de Facebook soit la bonne. C'est la première bribe. Il faut bien qu'il y ait des gens avec des milliards qui tentent des choses. C'est peut-être pas la bonne époque aussi. Ça, on pourra toujours débattre là-dessus. Mais la solution que propose Facebook, en tout cas que propose l'entreprise Meta, n'est pas pour moi ce que sera le métaverse. Par contre, est-ce qu'une forme de métaverse nous arrivera un jour et pourra permettre des choses qui aujourd'hui ne sont pas permises dans le monde ou ne seront plus permises dans le monde futur ? Je pense que oui. Écoute, je pense qu'on arrive au bout de nos points de désaccord, parce que je ne pense pas qu'on puisse se convaincre mutuellement dans tous les cas. C'est pas le but, d'ailleurs. C'est pas le but, absolument. Le but, c'est de débattre et de s'exposer nos arguments. Et j'ai envie de mettre en avant un dernier point qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire et les points d'avant. C'est que j'ai l'impression que, et encore une fois, je pense que c'est très lié à notre façon de voir les choses, hein, et je m'inclus là-dedans. Et j'ai l'impression qu'en fait, on considère de plus en plus la vie comme une sorte de consommable. Chaque expérience que tu vis, c'est une sorte de chose que tu consommes. Et je pense que ça en dit long sur notre rapport au monde et sur la tristesse de celui-ci. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de vivre des choses avec
avec notre espace, avec notre environnement, les animaux, mais on est plutôt en train de consommer des bons moments. Et ça, j'ai peur que ce soit exacerbé par ces technologies-là, que ça devienne une sorte de vie de divertissement et plus une vie d'émotion. Je crois qu'on peut clore là-dessus et je suis d'accord avec toi, Amou. Alors, vous pouvez dès à présent débrancher votre prise neurale derrière et sortir du métaverse. Du haut et des bas. Merci à tous. Merci à tous. Merci Boobs. Merci Mou. C'était super, encore une fois, de vous retrouver. On espère que la qualité s'est améliorée, comme on va essayer à chaque fois de l'améliorer tous les mois. On vous dit à très bientôt pour le bonus qui suivra cet épisode au mois prochain. Pour notre débat, faut-il cuire les œufs à la coque ou les œufs durs ? Très très bonne question. On vous laisse un mois pour réfléchir à vos copies et à très bientôt. Salut tout le monde. Merci à tous. Salut tout le monde.